Allez-y. Alors, bonjour à tous. Donc, on est réunis aujourd'hui avec mes chers collègues. Présentez-vous, monsieur, présentez-vous. Justement, on est réunis aujourd'hui avec mes chers collègues et consoeurs et confrères de toute, comment dire, de toute l'Algérie, on va dire, avec ma consoeur, docteur Bourras, et mon confrère, docteur Saadoun. On va traiter aujourd'hui des traumatismes alvéolo-dentaires, diagnostic et prise en charge. On vous entend très bien, allez-y. Elle ne veut pas avancer. Non, c'est pas dire. Non, je t'explique. Revenez en arrière. Vous ne pouvez pas. Oui. Donc, on va commencer par là. Vous coupez vos micros, s'il vous plaît. Vous coupez vos micros, s'il vous plaît, les participants. Je vais encore couper les micros et réactiver votre micro. Hein. Je suis fatiguée de cette histoire, moi. Voilà. Réactivez votre micro maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, on continue. Donc, s'il vous plaît, voici le plan de travail. On va commencer par des petits rappels, une petite introduction. Donc, on va voir un petit peu les étiologies, la prévention, la démarche diagnostique, certains, un point sur le certificat médical initial, la classification, et enfin, on abordera le chapitre le plus intéressant qui est la conduite à tenir. D'abord, les traumatismes de l'odonte avec mon confrère Saadoun, et puis les traumatismes du parodonte avec ma consoeur, docteur Bourras. Donc, j'avance. Donc, en introduction, on va dire que les traumatismes alvéolo-dentaires représentent une urgence. Elle est fréquente en chirurgie buccale. Ils peuvent être isolés donc, ou faire partie d'un tableau clinique d'un traumatisme maxillofacial. Ces traumatismes font suite à un choc soit direct, soit indirect sur les maxillaires, donc soit le maxillaire, soit la mandibule, beaucoup plus le maxillaire, vous le savez. Il affecte donc certaines dents plus que d'autres en raison de leur position. Voici donc la fréquence. Il s'agit beaucoup plus d'enfants, on l'aura compris, et en denture temporaire ainsi qu'en denture définitive. La fréquence, elle est beaucoup plus importante au niveau maxillaire, 9 fois sur 10, et elle touche beaucoup plus le secteur incisif, 8 fois sur 10. Quelles sont les étiologies? Alors, les étiologies, elles sont nombreuses et variées. Tout d'abord, je vous ai mis, on a mis en photo les étiologies telles que les jeux d'enfants qu'on voit ici. Ensuite, pareil, les jeux d'enfants, le vélo, le sport, le ballon et tout ça. Quelques cas d'accident ou d'incident, comme on le voit à l'image ici. On a aussi les RICS. Et puis, les facteurs, ou un facteur favorisant parmi d'autres, c'est les dysmorphoses dentofaciales. Un mot sur la prévention. Il est très important de parler de prévention, puisque on peut éviter si vous voulez, ces traumatismes, ou au moins en diminuer les conséquences. On a les protections intrabuccales, qui sont donc les protège-dents, communément appelés les protège-dents, qui font partie donc des équipements de protection individuelle indispensables à la pratique de disciplines sportives. Donc, il est indispensable d'en parler. Donc, conçu et développé en 1890, et avec Wolf Krauss et son fils Philippe Krauss à Londres, dans le but de prévenir les lacérations labiales dans la pratique de la boxe. L'American Dental Association, en 2006, recommande aux médecins dentistes de sensibiliser les patients quant au risque de blessures lors de la pratique sportive et leur proposer des protections intrabuccales. American Academy of Pediatric Dentistry encourage les praticiens à sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants
à l'importance du port d'un dispositif de protection intrabuccale. Alors, quel est le rôle de ces protections intrabuccales? Tout d'abord, elles vont isoler les dents des muqueuses, donc des lèvres, des joues, de la langue, permet d'assurer leur protection et les préserver. Mettre à l'abri les dents du bloc antérieur maxillaire qui sont les premières à être touchées en cas de choc. Elles permettent aussi d'amortir la force d'impact, protéger les dents de l'arcade mandibulaire par rapport à l'arcade maxillaire et éviter le risque de fracture mandibulaire, des ATM, limiter les commotions cérébrales et les atteintes cervicales, telles qu'on le voit ici sur cette image. Est-ce que vous m'entendez là? Oui? Tout va bien? Il y a certains qui me disent qu'ils n'entendent rien. Écoutez, moi je vous entends très bien. Les gens qui ne vous entendent pas, c'est ceux qui en sont avec leur téléphone portable. Je vous entends très très bien. D'accord, je continue donc. Je continue donc. Hein. Donc la prochaine diapo, c'est celle-ci. Là, on a la représentation des différents sports donc soumis au port de protection intrabuccale de façon obligatoire ou recommandée. Donc, elle est obligatoire dans la pratique de la boxe, du hockey, du football américain. Elle est recommandée quand on fait de la gymnastique, les sports d'arts martiaux, la lutte, le squash, le waterpolo, le football, par exemple. C'est des enfants. Les propriétés ces protège-dents, c'est qu'ils sont bien sûr indolores, confortables, bien ajustés, inodores et insipides, doivent avoir une bonne rétention, une bonne sorption donc, et dispersion des forces, occuper les espaces édentés et ne pas perturber ni la phonation ni la ventilation. Ils doivent être flexibles et résistants aux déchirures et enfin faciles à nettoyer. Alors, la classification de ces protège-dents, c'est donc la classe 1 ou le type 1, ce sont des protège-dents standards non adaptables. Le type 2, ils vont être adaptables ou semi-adaptables. Et le type 3, ce sont donc des protège-dents qui seront réalisés sur mesure, c'est-à-dire avec une prise d'empreinte chez le dentiste. Ce sont ceux-là qui sont bien entendu les mieux, les meilleurs, ce sont ceux-là. Hein. Voici donc les protège-dents donc, de type 1, dits standard non adaptables. Ce sont des dispositifs qui sont achetés ou retrouvés commercialisés dans les magasins de sport. On a des différentes tailles, donc petits, moyens, grands, du moins onéreux au plus onéreux, donc, enfin ce sont les moins onéreux, on va dire, peu confortables et peuvent, par leur manque de rétention, devenir dangereux. Donc ils sont encombrants et non rétentifs. En réalité, c'est pas le meilleur, on va dire, des protège-dents. Ensuite, on a le type 2, donc il est dit adaptable, c'est ce qui est le plus utilisé. Il est donc adapté par le sportif lui-même ou par son médecin dentiste, constitué de polyéthylène et d'acétate de polyvinyle, donc ramolli à l'eau, porté à ébullition, ensuite mise en forme en bouche par le sportif. S'adapte par morsure, succion et pression de la langue et des doigts. Et donc peut perdre son efficacité si l'adaptation n'est pas réalisée correctement. Ce sont des dispositifs qui peuvent être achetés par Internet. Les gens le font souvent. Ils achètent ça. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Et ils sont achetés donc, et on peut se les procurer par Internet. Vous avez 2 pâtisses qui vous ont fourni avec des petites empreintes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros, les participants? Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. Écoutez, je vais couper tous les micros et vous reprenez votre... à chaque fois, je fais la même chose. Ah, ça devient fatigant.
Alors, il faut mieux couper les micros et puis on aura les questions. Bon, Raquel. Minsus, activez votre micro. Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc, je disais qu'on pouvait se les procurer par Internet. On va vous envoyer 2 pâtes, vous allez mélanger avec un porte-empreinte et vous allez prendre vous-même l'empreinte et réaliser ce protège-dents si vous voulez. Et enfin, on a le troisième type. C'est celui-là, c'est le meilleur en fait, parce qu'il est réalisé chez un professionnel de la santé bucco-dentaire, si vous voulez, chez le dentiste tout simplement. Il va vous prendre des empreintes et réaliser cela dans son laboratoire. Il sera très intéressant parce que très adapté et personnalisé, si vous voulez. Maintenant, on va passer à la démarche diagnostique. Donc, il faut tout d'abord, on est en train de parler de traumatisme alvéolo-dentaire. Donc, tout d'abord, le patient va venir chez nous. Soit il est passé par le service d'urgence, soit il vient directement chez nous. Alors, il est préférable de faire passer le patient, bien entendu, en service d'urgence pour lever ou éliminer la première urgence, qui est l'urgence vitale. En général, on va rechercher les signes évocateurs d'un traumatisme crânien, les vomissements, les céphalées, les pertes de connaissance. Et enfin, on va vérifier les réflexes pupillaires, la tension artérielle et le pouls. En général, comme je l'ai dit, c'est fait au PU, dans le service des urgences. Et nous, on récupère le malade après cela, donc la deuxième étape, c'est la gestion de la deuxième urgence. Elle va passer par quoi? Elle va passer donc par l'anamnèse, on va poser des questions au malade, on va passer par l'examen clinique qui est assez difficile puisque le patient vient de subir un traumatisme et les parents aussi, puisqu'il s'agit en général d'enfants. Ensuite, on abordera un examen radiologique et puis, idéalement, prendre des photos pour un petit peu suivre le malade dans le temps. Alors, en analyse, on va bien entendu récupérer le nom, surtout l'âge du patient, et puis les antécédents généraux ou locaux du patient. Toujours au niveau de l'anamnèse, il est important de relever les circonstances de survenue de cet incident, cet accident, c'est-à-dire comment est survenu l'accident. Et dans ce chapitre, on va rechercher l'impact du traumatisme. Est-ce que c'est un impact direct, indirect, dans quel sens, de bas en haut, de haut en bas ou de gauche à droite, etc. Ou est-ce qu'il a eu lieu? Donc ici, on va évaluer les risques d'infection. Quelqu'un qui fait une chute et qui se coupe au niveau chez lui à la maison sur une dalle de sol propre n'est pas à prendre en charge comme quelqu'un qui a fait une chute à l'extérieur avec des gravillons, avec peut-être la présence de saleté, de terre ou de sable ou autre chose. Et puis, quand est-ce qu'il a eu lieu ce traumatisme? Ici, on relève le facteur temps qui est extrêmement important, surtout dans les cas, par exemple, d'expulsion dentaire. Il est important de savoir quand est-ce qu'a eu lieu ce traumatisme. Voilà, donc la suite, c'est l'examen extra-oral. On va relever, bien entendu, les plaies, la présence ou l'absence d'œdème, d'échymose, d'hématome, et relever, si vous voulez, la localisation de cette échymose ou cet hématome qui peut signer la présence d'un trauma plus profond, c'est-à-dire peut-être une fracture en sous-jacent. Au niveau des maxillaires également, on va voir relever la présence de douleur ou de mobilité ou de crépitation qui pourrait signer la présence d'une fracture. Au niveau des ATM, c'est un élément également très important. Quand on a reçu un choc frontal ou dans le secteur mentonnier du menton, il est courant, il est admis ou connu qu'il faut absolument rechercher, si vous voulez, la présence ou l'absence de fracture au niveau condylien. Donc, on va examiner l'articulation temporomandibulaire avec l'ouverture et la fermeture donc de la bouche, la présence ou l'absence de déviation du chemin de fermeture. Ensuite, on va aborder l'examen intra-oral. La même chose, on va examiner d'abord les tissus mous, évaluer l'étendue des lésions traumatiques, donc des muqueuses. Est-ce qu'il y a des lacérations des freins? Est-ce qu'il y a présence d'hématomes, d'échymoses ou autres? La palpation minutieuse
fait suite à l'examen visuel. La palpation minutieuse permet de déceler la présence éventuelle de corps étrangers. L'examen de l'occlusion aussi est important pour savoir un petit peu repérer les malpositions. Est-ce qu'elles sont préexistantes ou est-ce qu'elles sont récentes? Donc, elles sont liées au traumatisme. L'examen des tissus durs dentaires. Donc là, on va procéder à l'inspection des dents qui est donc se fait en recherchant les dyschromies, en recherchant les pertes de l'angle mésial ou distal, les amputations partielles de la couronne, voire sa disparition totale, et puis absence ou présence de dents, si vous voulez, ou d'une ou de plusieurs dents. L'examen des tissus durs toujours dentaires, on va palper avec une palpation douce, puisque le traumatisme génère des douleurs. On va relever la présence ou l'absence de douleur et de mobilité dentaire. Et puis enfin, on va en préciser l'amplitude. Ensuite, il y a les tests, donc les tests de vitalité pulpaire effectués sur chaque dent, qui sont notés malgré les phénomènes d'hypoesthésie ou d'hyperesthésie ou de sidération dentaire. On sait très bien qu'une dent qui vient de recevoir un choc ne va pas forcément répondre positivement au test, même si la dent est toujours vitale. Et enfin, on arrive à l'examen complémentaire qui est très, très important. C'est l'examen radiologique qui représente bien sûr un élément important pour le diagnostic et également si vous voulez, dans le chapitre médico-légal. Donc, il représente un document médico-légal. Il faut donc absolument l'avoir pour pouvoir prendre en charge ces patients. On a recours en général à des panoramiques, comme on le voit ici, avec des fractures, comme on le voit ici, donc la branche horizontale, ici de l'angle mandibulaire, et on peut avoir recours également à des faces basses, à des incidences faces basses qui peuvent nous donc nous objectiver ici une fracture condylienne, bicondylienne, puisque les deux condyles sont fracturés, ainsi qu'une fracture ici symphysaire. Ensuite, on peut avoir recours à une rétroalvéolaire qui est la plus facile, la plus simple à réaliser dans son cabinet, puisqu'on a la radiographie rétroalvéolaire qui est disponible en général au niveau des fauteuils. Et bien, on peut objectiver ici une extrusion de la 11 là, ici une fracture au niveau de la région apicale, et là une fracture au niveau coronaire, donc avec pratiquement participation de la pulpe. On peut faire aussi des clichés occlusaux qui ont un intérêt, on va dire, moins important. Et surtout la rétroalvéolaire et la panoramique ainsi que les faces basses bouche ouverte pour repérer les fractures. Ici, la photographie, elle est importante parce que vous allez suivre dans le temps et évaluer, si vous voulez, les phases cicatricielles. Ensuite, à la fin de notre examen, eh bien, le patient aura besoin d'un certificat initial. Il est nécessaire de noter toutes les cliniques radiographiques particulières et de prendre des photos intrabuccales pour un constat complet. Et il ne faut pas oublier que c'est un document médico-légal, donc il est important à réaliser en fin d'examen clinique. Il faut noter aussi au niveau du certificat médical initial, vous allez donc noter votre nom, vous allez donc vous identifier, vous qui allez réaliser ce certificat, vous allez mettre le nom du patient, souligner que ce document a été demandé par le patient, souligner que le patient décrit avoir, par exemple, été victime de coups et blessures, ou alors avoir été victime d'un accident de la circulation. Donc, vous signalez ce que le patient vous rapporte. Ensuite, votre travail à vous, notre travail à nous, c'est de repérer ou de décrire dans le détail les lésions qu'on va retrouver à l'examen clinique, mais aussi à l'examen radiologique. Donc, un certificat médical descriptif ne peut se passer de la radiologie. Vous voyez donc que l'imagerie est importante et nécessaire dans ce chapitre des traumatismes alvéolo-dentaires. Et donc, ce document est délivré au malade
pour, si vous voulez, aller peut-être en justice ou pour servir au niveau médico-légal. Ensuite, on va aborder très rapidement ici la classification de ces différents traumas, si vous voulez, les traumatismes donc, des tissus dentaires et de la pulpe. On décrit la lésion coronaire, une fêlure, la fracture coronaire simple intéressant l'émail ou l'émail et un peu de dentine, les fractures coronaires compliquées avec donc, atteinte pulpaire, et puis les fractures corono-radiculaires simples sans atteinte pulpaire et les fractures corono-radiculaires avec atteinte pulpaire. On les voit ici représentées au niveau de ces photos. Ensuite, on a donc toujours dans la classification en deuxième chapitre les traumatismes des tissus parodontaux. Et là, on a la concussion qui est représentée par un ébranlement des tissus, la subluxation, l'extrusion, la luxation latérale, l'intrusion et l'expulsion. On les voit également représentés au niveau de ces photos. Enfin, en troisièmement, c'est les lésions de l'os alvéolaire avec les lésions comminutives donc de l'alvéole, les fractures de la paroi alvéolaire, les fractures des process alvéolaires, fractures du maxillaire et de la mandibule. Et en 4, les lésions de la gencive et de la muqueuse buccale, c'est les abrasions, les dilacérations, les contusions et les pertes de substances. Voilà pour le chapitre introduction. On va passer à la conduite à tenir. La conduite à tenir, donc, va dépendre essentiellement de la nature et de l'importance des lésions, du type donc, de la denture. Une denture, je veux dire, une dent immature ne se prend pas en charge comme une dent mature. De l'âge du patient, donc un enfant aussi ne se prend pas en charge comme un adulte, et du degré de maturation de la dent, qui est retrouvé bien entendu au niveau des radios, donc encore un élément important par rapport à la radio. Et vous avez ici la classification par rapport au stade de résorption, qui vous donne un petit peu les indications thérapeutiques par rapport au stade de résorption de la dent. Notre but, bien entendu, dans tout ça, c'est de soulager d'abord le malade et préserver la fonction et l'esthétique. Donc, on va maintenant aborder les traumatismes de l'odonte avec mon confrère, docteur Saadoun. À toi la parole. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous préférez laisser le débat vers la fin? Il vaut mieux laisser le débat vers la fin. Je préfère vers la fin. Ok, d'accord. Voilà. Aïe. Vas-y. Donc, on passe aux différentes entités cliniques et leur prise en charge thérapeutique selon la nouvelle mise à jour de l'Association internationale de traumatologie dentaire 2020. On commence par les traumatismes de l'odonte qui se divisent en 3 entités, les fractures coronaires, les fractures coronoradiculaires et les fractures radiculaires. On commence par les fractures coronaires et la première entité clinique, c'est les fêlures qui sont définies comme des craquelures au niveau de l'émail qu'on le visualise par transillumination en utilisant par exemple la lampe de photopolymérisation. La prise en charge consiste en cas de fêlure importante de poser un sillon au niveau du tri pour éviter les passages des produits colorants en évitant la dyschromie. Sinon, on abstient et on surveille la vitalité pulpaire pendant 6 à 8 semaines. Pour les dents temporaires, c'est l'abstention thérapeutique et le pronostic, il est excellent. Pour les fractures de l'émail qui se définit comme une perte de substance étendue, plus ou moins peu étendue, suscitée au niveau des angles mésial et distal de la dent. Les tests de sensibilité pulpaire sont positifs et la percussion est légèrement douloureuse. La conduite à tenir consiste La conduite à tenir consiste à une coronoplastie avec reconstitution par composite et on instaure une surveillance de la vitalité pulpaire
jusqu'à une année. Le pronostic globalement est bon avec des très rares cas de nécrose qui sont enregistrés. Pour les dons temporaires, on peut s'abstenir, soit on adoucit les parties tranchantes. Pour les fractures coronaires amylodontinaires, qui se définit comme une perte de substance plus ou moins étendue, intéressant l'émail et la dentine avec un dent hyperesthésique et avec des douleurs à la mastication. La conduite actionnaire consiste de réaliser un traitement immédiat d'urgence par une protection dentinopulpaire à l'aide de l'hydroxyde de calcium et le traitement définitif. On a deux options thérapeutiques, soit le collage des fragments s'il est encore présent et non délabré, soit on utilise les différentes techniques de restauration par composite. Pour les fractures coronaires avec exposition pulpaire, c'est une perte de substance intéressant l'émail, la dentine et la pulpe, elle est exposée. Il se manifeste cliniquement par une dent hémorragique et hyperalgique. La prise en charge consiste, on a deux situations cliniques. Dans les cas des dents matures, et avec une exposition minime et récente, on tente d'abord un coiffage direct ou avec une pulpotomie partielle et reconstitution. Et le pronostic de cette thérapeutique dépend de l'herméticité de notre obturation. En cas des expositions étendues et anciennes, le traitement endodontique ordinaire sera envisagé. Voilà un cas d'une fracture coronaire avec exposition pulpaire. Donc, ici, ils ont préféré un traitement, elle est minime et récente, ils ont préféré un traitement conservateur par un coiffage pulpaire direct. Voilà les photos cliniques et radiologiques. En cas du dent immature, donc, si la pulpe il est vivante, on tente tout d'abord l'apexiogenèse par coiffage direct ou bien une pulpotomie partielle ou cervicale et un traitement endodontique sera réalisé après édification de la région apicale. Dans tous les cas, une surveillance clinique et radiologique sera réalisée un mois et puis tous les 6 mois jusqu'à l'édification apicale. Donc, pour les pulpes, si la pulpe elle est nécrosée, on commence donc par une apexification, c'est une obturation avec de l'hydroxyde de calcium, avec surveillance jusqu'à fermeture apicale. Le pronostic généralement bon, dans 90% des cas, on obtient une guérison apicale. La technique globalement consiste à la mise en place d'une barrière physique avec de l'MTA, puis une obturation endodontique ordinaire avec du guitapircan. Voilà deux cas cliniques de fracture coronaire avec une exposition pulpaire minime et en utilisant une pulpotomie partielle et une pulpotomie cervicale pour les expositions plus profondes. Donc voilà les photos cliniques et radiologiques du coiffage. Donc pour les dents temporaires, l'extraction et le traitement de choix pour les patients qui n'ont pas coopérant avec une mise en place d'un mainteneur d'espace. Si l'enfant est coopérant, les différentes techniques de conservation précédemment citées seront réalisées. On passe aux fractures de la deuxième entité clinique, les fractures corono-radiculaires. Donc, on a deux entités cliniques, les fractures corono-radiculaires simples sans exposition pulpaire et les fractures corono-radiculaires compliquées avec exposition pulpaire. La mastication mobilise le fragment avec des douleurs fonctionnelles.
La prise en charge consiste, en cas de tri superficiel, de retirer le fragment avec un polissage de la dent et une restauration au composite, au collage du fragment après une semaine. Si le tri est plus profond, le tri sera dégagé par gingivectomie avec au son ostéotomie, le polissage et une protection dentaire et la reconstitution de la dent sera réalisée après la cicatrisation gingivale. Pour les fractures corono-radiculaires compliquées avec exposition pulpaire, on doit réaliser tout d'abord un traitement pulpaire adéquat en fonction de la situation clinique. On réalise après une traction orthodontique ou chirurgicale, une contention pendant 2 à 3 semaines et la restauration prothétique sera réalisée ultérieurement, soit par une restauration prothétique ou bien au composite. L'extraction de la dent sera indiquée pour les fractures très profondes dont la ration corona-racine ne permet pas une restauration adéquate. Pour les dents temporaires, l'extraction s'impose. En ce qui concerne les fractures radiculaires, donc on trouve cliniquement une dent en position anormale, extrusive ou bien déplacée latéralement avec un couleur rosée qui signe une hémorragie intrapulpaire, une mobilité très variable en fonction de la situation du fracture qui sera mise en évidence par une radiographie rétroalvéolaire. En cas de tri de fracture qui se situe au niveau du tiers apical, l'abstention thérapeutique et la règle, on instaure une surveillance et la réparation spontanée peut être observée. Pour les fractures qui se situent au niveau du tiers moyen, on repositionne en réalignement des 2 fragments avec une contention flexible qui peut être prolongée jusqu'à 3 mois. S'il y a une interposition du tissu de granulation entre les 2 fragments, on réalise un traitement endodontique. Pour les fractures qui se situent au niveau du tiers cervical, l'extraction de fragments s'impose et le traitement endodontique de la portion radiculaire avec une restauration ultérieure unitaire réalisée sur un tunnel radiculaire. On préfère aussi la gingivectomie et l'extraction orthodontique en cas de tri de fracture plus profonde. Et si le pronostic est défavorable, l'extraction sera réalisée et l'alternative implantaire ou bien prothétique sera envisagée ultérieurement. Pour les dents temporaires, donc en cas de déplacement de fracture coronaire, l'extraction dentaire s'impose. S'il n'y a pas de déplacement des fragments coronaires, l'abstention thérapeutique est de règle et la surveillance de la résorption des fragments radiculaires sera réalisée. Et je passe la parole. Et voilà un arbre décisionnel. Donc, un arbre décisionnel. Pour résumer le tour, voilà. En récapitulant et résumant donc, les différentes fractures de traumatisme de l'odonte par un arbre décisionnel, les différentes entités cliniques et leur prise en charge en fonction des mises à jour de l'IADT de 2020. Et je passe la parole à ma collègue, Dr Boras, pour avoir les traumatismes du parodonte. Merci, Dr Saadoun. Alors, on passe, chers confrères, au traumatisme du parodonte. On va aborder justement dans cette partie, entre autres, les luxations dentaires, dont le type et le degré vont dépendre, comme vous allez voir, non seulement de la direction du choc et de son importance. Donc, on va aborder les traumatismes du parodonte, la partie diagnostique ainsi que la partie conduite à tenir. Donc, on commence par la concussion. C'est entre autres la plus simple des formes de luxation. Donc, c'est juste une atteinte minime du parodonte ainsi qu'une inflammation du latte. Donc, cliniquement, comme vous voyez sur la photo, la dent ne va pas être déplacée ni mobile. Par contre, également, les tests de vitalité sont positifs. Par contre, l'effet de percussion va être bien sûr responsable d'une légère sensibilité.
Ça se comprend parce qu'il y a une atteinte minime du parodonte. Sur le plan radiologique, heureusement, aucune anomalie radiologique n'est discernable. Cela peut s'expliquer par l'absence plutôt de mobilité ou bien de déplacement dentaire. Comme on en vient de voir la clinique, il n'y a pas une vraie symptomatologie, donc du coup, il n'y aura pas de traitement nécessaire généralement. Mais j'insiste sur l'importance de la surveillance de la vitalité pulpaire qui doit être prolongée sur une durée minimale de 1 année. Et il faut préciser que le pronostic pour ce cas de figure est excellent. S'il s'agit par contre d'une dent temporaire qui a été victime d'une concussion, c'est presque la même conduite à tenir, mais on insiste toujours sur le rôle et l'importance d'un contrôle clinique et radiologique jusqu'à, bien sûr, la descente et l'éruption du germe successionnel. On passe à la subluxation. Donc, à la différence de la première, dans ce cas-là, le traumatisme était un peu plus violent par rapport à la concussion. Donc, du coup, la dent ne va pas se retrouver déplacée toujours, mais on aura une mobilité. Donc, on aura une mobilité sans déplacement. Sur le plan clinique, comme vous voyez, on aura une ligne hémorragique ou bien un saignement au niveau du sulcus gingival. En faisant et en appliquant les tests de vitalité sur cette dent, ces tests pourraient être négatifs initialement, ce qui signifie un dégât transitoire de la pulpe. Mais je dirais bien initialement, parce que la dent, dans quelques jours, elle pourrait reprendre, la vitalité pourrait reprendre et pourrait répondre positivement aux tests de vitalité. À la radiographie, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de particularité radiologique. Parfois, si le patient consulte un peu tardivement, on aura un tout petit élargissement du desmodonte. Donc, la conduite à tenir dans ce cas de figure, toujours, il n'y a pas de traitement nécessaire, mais cela va dépendre du degré de mobilité. Ça veut dire, s'il n'y a pas de mobilité, on n'a pas besoin d'instaurer un traitement. Par contre, si on constate que la mobilité est excessive, dans ce cas-là, on doit mettre en place une contention passive et flexible qui doit être gardée 2 semaines, toujours en surveillant la vitalité pulpaire sur une longue durée ou bien une période prolongée. Dans ce cas, heureusement également, le pronostic est bon. Donc, toujours, s'il s'agit de dents temporaires qui a subi une subluxation, on doit en premier lieu réaliser une radio rétroalvéolaire. Question de voir les rapports, comme vous voyez sur cette présentation schématique, les rapports entre la dent temporaire et le germe successionnel. Mais pour la conduite à tenir, il n'y a pas de traitement précis à instaurer, sauf qu'on doit contrôler cliniquement et radiologiquement, bien sûr, l'évolution et la résalyse de la dent temporaire, et ceci doit se faire jusqu'à éruption du germe successionnel. Alors, on passe à l'extrusion et là, on entame les luxations dentaires partielles. Je dirais bien partielles parce que pour le cas de l'extrusion, dans ce cas-là, il s'agit d'une luxation de la dent en dehors de son alvéole, mais c'est un déplacement, je dirais bien partiel. Ça veut dire que la dent n'est pas sortie totalement. Donc, on aura un déplacement en direction coronaire, donc en dehors de l'alvéole, bien sûr. Et sur le plan clinique, comme vous voyez, la couronne va rester intacte, sauf qu'elle va se retrouver déplacée hors de son alvéole. Donc, on va la retrouver un peu plus longue par rapport à la dent contralatérale. La mobilité, dans ce cas, automatiquement, elle sera accrue et excessive. En faisant les tests de vitalité, la plupart du temps, on les aura négatifs. Pourquoi? Parce qu'il y a, entre autres, une rupture partielle du paquet vasculo-nerveux ainsi que du ligament parodontal. La percussion, en la faisant, elle sera bien sûr douloureuse, mais elle donne un son sourd, je dirais bien sourd. Et à la radiographie, comme vous voyez sur ce cliché rétroalvéolaire, l'espace desmodontal sera bien élargi, aussi bien apicalement, comme vous voyez, que latéralement de part et d'autre. Cela signifie que la dent s'est déplacée en dehors de l'alvéole. Donc, la conduite à tenir dans ce cas précis, on a déjà dit que la dent est déplacée, c'est-à-dire elle est sortie, elle est légèrement sortie. Donc, du coup, on doit procéder au repositionnement de la dent qui doit être atraumatique. Bien sûr, il doit se faire sous anesthésie locale. D'ailleurs, ces photos cliniques le montrent bien. Donc, sous anesthésie locale, on doit repositionner la dent et je dirais bien atraumatique parce que le pronostic va en dépendre après. Donc, avec une mise en place d'une contention passive et flexible pendant 2 semaines, et bien sûr, cette contention que vous voyez sera prolongée, sa durée sera prolongée à 4 semaines si on a constaté la présence d'une fracture de l'os marginal qui est associée. Et on insiste toujours sur l'importance de la surveillance de la vitalité pulpaire.
S'il s'agit d'un cas de dent temporaire qui était ou bien qui a subi une extrusion, bien sûr, la conduite à tenir dans ce cas va dépendre du degré de l'extrusion. Ça veut dire, si la dent extrudée n'a pas dépassé 3 mm ou bien si elle n'a pas été en cause d'interférence occlusale, bien sûr, dans ce cas-là, c'est la tension thérapeutique. Maintenant, si on juge que le degré d'extrusion a dépassé les 3 mm, bien sûr, elle va créer des interférences occlusales. Dans ce cas-là, malheureusement, on doit passer à l'extraction. Mais bien sûr, c'est une dent temporaire, on doit privilégier et mettre un mainteneur d'espace. Un autre cas de figure de luxation partielle, c'est la luxation latérale. D'ailleurs, comme l'on l'indique, c'est latéral, donc ça signifie le déplacement de la dent autre qu'axiale. Donc, comme vous voyez, la dent va se déplacer latéralement, la couronne va être versée soit en direction palatine ou linguale, soit en direction vestibulaire. Et automatiquement, l'apex va se verser dans la direction contraire que la couronne. Donc, la dent, comme vous voyez sur cette présentation schématique, va se retrouver bloquée dans sa nouvelle situation. Elle est verrouillée, position, pardon. Donc, elle est verrouillée et souvent, on retrouve une fracture de l'os marginal associé. Donc, sur le plan radiologique, d'abord, sur le plan clinique, comme vous voyez sur la photo, comme on a dit, soit elle est versée du côté vestibulaire ou lingual. Sur le plan radiologique, on aura un épaississement de l'espace parodontal, de l'espace desmodontal, surtout au niveau apical, à la différence de l'extrusion qu'on vient de voir. Donc, extrusion, on aura un élargissement apicalement et latéralement. Par contre, dans ce cas de figure, seulement apicalement, ce qui signifie qu'elle s'est déplacée dans le sens latéral, dans le sens horizontal, pardon. Donc, pour la conduite à tenir dans ce cas de figure, automatiquement, la dent s'est déplacée, on doit la réduire, et la repositionner dans sa position initiale. Ce repositionnement doit être fait, bien sûr, digital, sous anesthésie locale, bien sûr, avec mise en place, comme vous voyez sur la photo, d'une contention passive et flexible, mais dans ce cas-là, qui va être gardée pendant 4 semaines. Bien sûr, si une fracture est associée, la durée de la contention pourrait être prolongée. Toujours, on le dit et on le répète, on doit surveiller la vitalité pulpaire. Maintenant, s'il y a mortification, la conduite à tenir ou bien la prise en charge va dépendre du stade de maturation de la dent. S'il s'agit d'une dent immature, le traitement doit être initié dès que possible, adapté au stade de maturation. Et généralement, on opte généralement pour une apexification. Si la dent est mature, par contre, le traitement endodontique doit être commencé par la mise en place d'abord d'une solution antibiocortico dans la lumière canalaire ou bien de l'hydroxyde de calcium qu'on dispose bien sûr afin d'éviter la résorption externe. Pour la luxation latérale, s'il s'agit bien sûr d'une dent temporaire qui en était victime, la conduite à tenir va dépendre, bien sûr, de l'occlusion du patient. Si nous avons une interférence occlusale minime ou à la base, il n'y a pas d'interférence, donc c'est l'abstention thérapeutique. Par contre, si on constate un déplacement sévère avec une occlusion perturbée, là, dans ce cas de figure, nous avons 2 options thérapeutiques. Donc, si on juge que la dent ne s'est pas déplacée autant, on peut procéder par un repositionnement qui doit être doux, atraumatique, surtout, avec plus ou moins une contention flexible pendant 4 semaines, donc tout dépend du cas. Maintenant, si on juge que la mobilité est accrue et que le déplacement est vraiment important, avec risque d'ingestion ou d'aspiration, dans ce cas de figure, la dent, on va la retrouver à peine attachée au tissu environnant. Donc, du coup, malheureusement, ici, on va opter pour l'extraction dentaire, bien sûr, en maintenant l'espace par un mainteneur d'espace. Alors, on arrive à l'intrusion et à mon sens, c'est la plus délicate des luxations dentaires. Donc, dans ce cas-là, la dent va être, bien sûr, va se déplacer dans son alvéole, va se déplacer dans l'alvéole, mais en direction apicale. Donc, elle va être enfouie, elle est immobile et cliniquement, comme vous voyez sur la photo, donc elle va disparaître plus ou moins dans la gencive. Et automatiquement, elle va paraître plus courte, comme vous voyez sur la photo, par rapport à sa contralatérale. Bien sûr, en faisant les tests de percussion, automatiquement, ça sera douloureux. Mais dans ce cas de figure précisément, on va avoir un son plutôt métallique. En faisant la percussion, on aura un son métallique. Donc, en faisant également les tests de vitalité, ces derniers sont fort probables négatifs, vont être fort probables négatifs. Pourquoi?
Cela est dû à l'écrasement, comme vous voyez, bon, sur le plan radiologique, mais essayez d'imaginer le paquet vasculo-nerveux ainsi que les éléments du lac vont être écrasés parce que la dent, elle s'est déplacée vers l'apex. Donc, sur le plan radiologique, là, je vous montre sur ce cliché qu'on aura un rétrécissement, voire disparition totale de l'espace desmodental. Donc, il sera rétréci de part et d'autre, mais disparu complètement au niveau de la zone apicale. Pour notre conduite à tenir face à une intrusion dentaire, toujours, ça va dépendre du stade de maturation de la dent et du degré d'édification radiculaire. Donc, s'il s'agit d'une dent immature, généralement, on espère une rééruption spontanée au bout de 4 semaines. Pourquoi? Parce que la dent, elle possède toujours un potentiel éruptif. Dans le cas contraire, si la rééruption n'a pas eu lieu, donc on passe à la traction orthodontique, orthochirurgicale. Maintenant, s'il s'agit d'une dent mature, bien sûr, tout dépend du degré de l'ingression. Si on juge que l'ingression est minime, la rééruption spontanée est toujours possible. Mais par contre, si l'ingression était vraiment importante, on passe à l'extrusion qui peut se faire soit par voie chirurgicale ou bien par voie orthochirurgicale selon le degré de l'intrusion, toujours suivi de la mise en place d'une contention flexible qui doit être gardée pendant 4 semaines. On insiste et on le dit dans chaque diapo, la surveillance prolongée de la vitalité pulpaire est cruciale. Et on va illustrer par ce cas clinique. Comme vous voyez, le patient était victime d'une intrusion. Comme vous voyez, donc on a essayé de replacer et de repositionner la dent par voie chirurgicale manuellement. Donc après mise en place de la dent et bien sûr on s'assure de sa position et radiologiquement et cliniquement, on va mettre en place une contention qui doit être gardée, comme je viens de le dire, pendant 4 semaines. Si l'intrusion a touché une dent temporaire, intrusion dent temporaire, cela veut dire germe successionnel qui est en danger. Donc, on opte, selon les dernières recommandations de l'IADT de 2020, pour l'abstention thérapeutique. La dent doit être laissée se repositionner spontanément, peu importe la direction du déplacement. Bien sûr, on doit contrôler cliniquement et radiologiquement jusqu'à l'éruption du germe successionnel. Donc là, on va illustrer par quelques cas cliniques d'intrusion. Le premier, c'est celui d'un enfant âgé de 4 ans qui a subi une intrusion de la 51 suite à une chute. Donc, dans ce cas-là précis, comme on vient de voir dans les recommandations, on a opté plutôt pour l'abstention thérapeutique. Et vous voyez l'évolution après 20 jours, la dent quand même commence à se repositionner et on a une cicatrisation parfaite des plaies tout autour. Le deuxième cas clinique est celui d'un enfant âgé de 9 ans qui était victime d'un traumatisme alvéolo-dentaire avec intrusion de la 11 et de la 21. Donc, comme vous voyez, elles ont presque disparu dans la gencive. Là également, en raison de la non-coopération du patient, on a opté plutôt pour l'abstention thérapeutique. Mais malgré ceci, le contrôle à J50, comme vous voyez sur la photo, le patient, on constate quand même une rééruption des dents et comme par hasard, la vitalité est toujours positive. Le troisième et le dernier cas clinique d'intrusion, c'est celui d'un enfant âgé de 8 ans. Donc, comme vous voyez, la dent est presque absente. On a confirmé radiologiquement qu'elle est intrusée. Donc, on avait procédé par un repositionnement chirurgical avec mise en place d'une contention, bien sûr flexible, et le suivi du patient est en cours. On arrive maintenant à l'expulsion ou bien à l'avulsion. J'imagine que vous attendez déjà cette partie. Donc, l'expulsion, c'est la luxation totale de la dent. Donc, on aura un déplacement total de la dent en dehors de son alvéole. Automatiquement, cliniquement, on sera face à une alvéole vide ou bien remplie de sang ou de caillots, mais on doit quand même confirmer par la radiographie la vacuité de l'alvéole. Pourquoi? Parce que parfois, il peut s'agir d'une intrusion totale. Ça veut dire la dent n'est pas du tout mobile. Donc, c'est justement l'intérêt de la radio pour faire la différence entre les deux. Donc, pour la conduite à tenir et ce qu'on doit faire dans ce cas, bien sûr, ceci va dépendre de la dent expulsée, si elle a été récupérée ou non récupérée par le patient. Le premier cas de figure, si la dent expulsée a été récupérée, bien sûr, on pourra être face à deux situations. Soit la dent a été réimplantée ou là va être réimplantée immédiatement, ou bien la réimplantation tardive. La première, si le patient vient
et il a une dent expulsée mais réimplantée sur place. Cela va sous-entendre que la dent a été réimplantée soit par le patient lui-même, soit par son entourage. Donc, du coup, s'il vient au cabinet dentaire avec la dent en place, on ne va pas s'amuser ou bien s'aventurer à aller l'enlever et la réimplanter. Au contraire, on va procéder au nettoyage de la zone traumatique bien traumatisée au sérum physiologique. Notre rôle, c'est de vérifier la bonne position cliniquement et radiologiquement. Maintenant, si on juge que la dent n'a pas été réimplantée dans la bonne position, on peut procéder au repositionnement qui est toujours possible sous anesthésie locale et qui peut se faire jusqu'à 48 heures après l'accident. Si par contre, le patient a subi ou bien il avait une expulsion dentaire et la dent a été récupérée, il l'a ramenée avec lui. Donc, dans ce cas-là, c'est le cas de la réimplantation immédiate qui va être, bien sûr, réalisée par le praticien. Donc, une fois le patient s'installe et avant la réimplantation, on doit s'assurer que la dent a été placée dans un liquide physiologique. Le liquide physiologique, il peut s'agir du sérum physiologique, de la salive, du lait, pourquoi pas, ou bien d'un milieu approprié. Donc, on doit nettoyer cette dernière au sérum physiologique en veillant à ne pas léser les restes du ligament alvéolo-dentaire. Sous anesthésie locale, bien sûr, de préférence sans vasoconstricteur parce qu'on a besoin du saignement après pour la cicatrisation. On va procéder à un rinçage alvéolaire doux au sérum physiologique toujours, sans curetage. On réimplante la dent avec une pression digitale douce en vérifiant sa bonne position et cliniquement et radiologiquement. On passe à la contention toujours, qui sera flexible pendant 2 semaines, que la dent soit mature ou immature. Et là, dans ce cas de figure, après 2 semaines, bien sûr, en réalisant les tests de vitalité, s'ils sont négatifs, on va procéder au traitement canalaire, tout dépend du degré de maturité. S'il s'agit d'une dent immature, c'est l'apexification par l'hydroxyde de calcium, pardon. Si la dent est mature, le traitement canalaire, dans ce cas-là, prime. On illustre par ce cas clinique. Donc, comme vous voyez, c'est un enfant qui a une expulsion. On avait confirmé radiologiquement l'absence de la dent. D'ailleurs, le patient l'a ramené dans sa bouche. Donc, comme vous la voyez ici, le milieu de conservation ici était la salive. Donc, cette dent, on l'avait nettoyée sans écraser les éléments du lac. On l'avait replacée en place, bien sûr, avec une pression tout douce. On s'est assuré de sa position et cliniquement et radiologiquement avec mise en place d'une contention flexible. Et vous voyez le suivi et l'enchaînement du cas. Donc, la dent est toujours en place et on avait procédé à la dépose de la contention. Ça, c'était en ce qui concernait la réimplantation immédiate. Pour ce qui est de la réimplantation tardive, ce qui sous-entend un temps extraoral supérieur à 60 minutes. Dans ce cas-là, on doit procéder au curetage de l'alvéole, contrairement au cas précédent. Donc, on doit faire un débridement et nettoyage de la dent en veillant plus ou moins à ne pas trop retirer le lac. On doit la réimplanter et on procède par des sutures et contention immédiate pendant 2 semaines, qui doit garder 2 semaines. Puis ici, toujours, si la dent est mature, le traitement endodontique doit se faire 2 semaines et vous allez voir à la différence des anciennes recommandations qui recommandaient de le faire tout de suite. Et s'il s'agit d'une dent immature, toujours, dans ce cas de figure, on espère toujours la revascularisation parce que la dent est toujours immature. Si cette dernière n'aura pas lieu, bien sûr, on passe à la plastification à l'hydroxyde de calcium. Donc, ceci est un cas clinique d'un patient qui a subi une luxation totale de sa canine, comme vous voyez. Donc, l'alvéole est vide, la dent a été ramenée, mais le temps extraoral a dépassé 60 minutes. Ce cas précis a été pris en charge bien avant 2020. Donc, on avait procédé au départ à un traitement endodontique avant la réimplantation. On a réimplanté la dent avec une contention. Et voilà la suite du cas. Donc, la dent s'intègre. Cliniquement, les contrôles cliniques et radiologiques ont été parfaits, sauf que le contrôle à 1 année, comme vous voyez, on a vraiment un rétrécissement de l'espace desmodontal. Et c'est ce qu'on cherche justement. Après, si le temps extraoral a dépassé les 60 minutes, automatiquement, l'évolution va se faire vers l'ankylose.
Donc, dans ce tableau, nous allons, les confrères, comparer entre les recommandations de l'Association l'Association internationale de traumatologie dentaire de 2012 et celles de l'an 2020. Donc, comme vous voyez, la contention était flexible en 2012 pour les deux cas de figure d'expulsion et de fracture alvéolaire. Alors qu'en 2020, elle est de 0,8 s'il s'agit d'une fracture alvéolaire, mais elle est toujours flexible s'il s'agit d'une expulsion. Donc, pour la durée de contention qui était auparavant de 4 semaines en cas d'expulsion avec un temps extraoral supérieur à 60 minutes, actuellement, elle est de 2 semaines pour tous les cas de figure. Et bien sûr, pour les traitements endodontiques, ils devaient se faire auparavant, bien sûr, avant réimplantation de la dent, chose qu'on ne refait plus, et les recommandations insistent sur le fait qu'on fasse le traitement endodontique après expulsion, toujours et systématiquement 2 semaines après. Bien sûr, après avoir essayé de réimplanter la dent, de la garder, de la maintenir, nous avons toujours un problème, je dirais pas un problème, mais des complications post-opératoires qui vont être présentées notamment par la résorption de remplacement. Donc, comme vous voyez sur cette présentation schématique, on avait réimplanté la dent, mais comment ça a réagi? C'est que l'os ou bien le tissu dentaire a été bien sûr résorbé et remplacé par du tissu osseux tout autour. Et là, le corps n'a gardé que le produit d'obturation. Malheureusement, ça va poser problème après par rapport au traitement orthodontique si on opte pour un traitement orthodontique qui sera impossible, et on aura même des problèmes et des difficultés par rapport à la réhabilitation implantaire future. La deuxième complication qui peut avoir lieu, c'est bien la résorption inflammatoire. Dans ce cas, au lieu que le tissu dentaire va être remplacé ou bien doit être remplacé par du tissu osseux, là au contraire va être remplacé par du tissu de granulation. Malheureusement, et on va illustrer par quelques cas. Donc, comme vous voyez sur cette photo, c'est un cas d'une résorption interne et comme vous voyez à ce niveau, le canal n'est plus visible. Contrairement à ces clichés-là, qui démontrent plutôt une résorption externe, voilà, qui met en évidence plutôt une résorption externe et le canal dentaire est toujours visible. Ça veut dire, sur ces coupes 3D, ça veut dire que la résorption a commencé de l'externe vers l'interne de la dent. De l'extérieur, vers l'intérieur de la dent. Donc, on va vous présenter quelques cas cliniques d'expulsion totale. Le premier est celui de l'enfant Bilal, âgé de 9 ans, qui a été victime d'une expulsion totale de la 21. On avait réalisé une radiographie pour confirmer. L'alvéole est vide. Donc, on avait procédé. Cette dernière, plutôt, était associée à une fracture coronaire. Donc, on avait procédé au repositionnement de la dent dans son alvéole, bien sûr, avec mise en place de la contention. Le traitement endodontique a été réalisé après avec restauration esthétique au composite. Et là, l'évolution du cas, après 6 mois, on constate déjà l'absence de l'espace dental. Donc, comme vous voyez. Et malheureusement, après une année et demie, on a, comme vous voyez, une disparition de la racine et remplacement par du tissu osseux. Et il ne reste que le produit d'obturation que vous voyez sur le cliché. Voilà. Donc, on a terminé avec le cas de dent expulsée et récupérée. On passe au cas où la dent expulsée n'a pas été récupérée, ou bien si on l'a réimplantée, mais elle n'a pas pu être conservée à cause de survenue de complications, par exemple. Là, c'est l'apanage, bien sûr, des solutions prothétiques. Donc, on peut opter pour un implant dentaire si le patient peut se permettre, sinon un bridge collé, voire une prothèse partielle amovible en résine. Toujours, et j'insiste, peut-être je n'ai pas insisté en présentant les diapos précédentes, à chaque fois que la dent est absente, on doit bien sûr penser et on doit le faire d'ailleurs, pas penser à un mainteneur d'espace en attendant une solution prothétique définitive. Là, c'est clair, j'imagine. S'il s'agit d'une dent temporaire qui a subi une expulsion, on ne doit jamais et en aucun cas réimplanter la dent parce qu'il y a le germe sous-jacent et successionnel juste en dessous et du coup, on va le traumatiser. Donc, jamais de réimplantation en cas de dent temporaire. Et on termine les confrères
par un arbre décisionnel qui englobe toutes les entités qu'on vient de voir, en allant de la concussion, de la simple concussion à l'expulsion totale de la dent, et bien sûr leur conduite à tenir, qu'il s'agisse d'une dent permanente ou d'une dent temporaire. Vous pouvez prendre une capture d'écran de cet arbre décisionnel au cas où vous allez avoir un patient et que vous serez au moins orienté. Donc, pour conclure, je dirais bien, en cas de traumatisme alvéolo-dentaire, les clés de réussite de la prise en charge, de la thérapeutique, c'est bien une prise en charge rapide, ainsi que la surveillance clinique de la vitalité pulpaire. Ceci va nous permettre de mettre en évidence et à temps toute complication, qu'elle soit infectieuse ou bien au niveau du plan radiologique, qu'il s'agisse d'une résorption soit externe, soit interne, et pouvoir, pourquoi pas, donner une solution thérapeutique à temps. Et surtout, n'oubliez pas qu'il existe toujours une solution, c'est l'extraction en dernier recours, et sans oublier bien sûr l'intérêt de la collaboration interdisciplinaire pour la prise en charge de ces patients. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, elles sont vraiment les bienvenues. Merci à vous. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait, docteur? Vous êtes à l'écoute? Docteur Gougam, elle est à l'écoute. Je vous laisse l'arbre décisionnel quelques secondes pour prendre des captures comme l'a signalé ma consoeur. Voilà, revenir au diapo. Je vous remets tout de suite l'autre arbre décisionnel pour les traumas de l'odonte. Docteur Gougam. J'entends docteur Gougam, celle qui gère, la dame qui gère le site pour que... Madame Gougam. je ne sais pas si on peut l'avoir. Je suis en train de chercher. Il nous écoute. En principe, il nous écoute. C'est bien. On va demander à la dame. Madame Haït. Elle nous écoute, là? Hein? Oui. Elle nous écoute? Bien sûr. Oui. Alors, on n'est pas à la fin. C'est à vous la parole. Je n'ai pas la parole. Vous écrivez vos questions. Vous avez eu 3 communications. Les jeunes sont là. C'est des jeunes très dynamiques, d'une équipe de ministres qui est très d'actualité. Nous vous proposons d'écrire vos questions. C'est un sujet de tous les jours. Donc, animez le débat et soyez interactifs. On vous attend un tout petit peu. D'accord? Docteur Gougam, on a monsieur Latafi, professeur Latafi qui est avec nous là. Merci également. Monsieur Latafi, rapprochez-vous un peu. C'est bon. Comme ça, on est devant tous. Madame Gougam. Madame Gougam. Elle nous entend, Madame Gougam, s'il vous plaît, Madame Haït. Tfadli.
Oui, il me semble. D'accord. C'est juste C'est vrai? l'activité. C'est bon. Madame Gauguin. Bien. Vous pouvez saisir. اكتبت لها Alors, merci. sur un film. Il y a quelqu'un? Non, on attend une question. C'est la règle. Oui, s'il te plaît. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? On vous entend, docteur. Ah bon? Oui. Bien, bonjour tout le monde, mes chers confrères, mes chers consoeurs. Bonjour, encore une fois, nous sommes très, très ravis. L'équipe de pathologie et de chirurgie buccale du CHU de Beni Messous, Dr Sadoun, notre résident majeur, Dr Bouraf, Dr Aitiften, qui est absent pour une force majeure, et bien sûr notre collègue, Dr Ed Moufok, et moi-même, professeur Latafi. Donc, nous sommes très, très ravis encore une fois d'être parmi vous. Je tiens tout d'abord à remercier la direction de la formation du ministère de la Santé pour nous avoir donné cette occasion d'être encore une fois pour traiter un sujet important, un sujet de tous les jours. Je remercierai également la DAPM de notre CHU de Beni Messous pour les moyens fournis. Le choix abordé aujourd'hui par l'équipe du Dr Ed Moufok, c'était à votre demande. Nous avons répondu à vos demandes. La demande, c'était que faire devant un traumatisme alvéolo-dentaire. J'espère que l'équipe a répondu à vos attentes. Je le dirai une ou deux fois, je dirais jamais assez. Que doit-on faire devant un traumatisme alvéolo-dentaire? Il y a 3 mots-clés que nous devons toujours les avoir en tête. Où, quand et comment. Où, quand et comment. Si nous répondons, si nous avons la réponse à ces questions, donc nous pouvons dire que la prise en charge d'un patient qui présente un traumatisme alvéolo-dentaire a été prise convenablement. Donc j'attends vos réponses, j'attends vos questions surtout. On reprend ici. Alors, Voilà. Le fil. Voilà. Allez, quand même. Oui. Alors, vous écrivez, s'il vous plaît, vous posez vos questions, s'il vous plaît. On va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Voilà. Donc, on attend vos questions, mes chers confrères, mes chers consoeurs. Une question. Alors, je descends, je commence. Alors, d'accord. Bon, bien. Le dernier message. Voilà, il y a une question qui nous vient de Soukharas. En cas d'exclusion, on fait le repositionnement immédiatement ou attendre jusqu'à ce que le malade ramène la radio. Oui, excellente question. Allez-y. La radio déjà à la base, elle peut être faite normalement au cabinet dentaire. Donc on commence par un cliché rétroalvéolaire qui va donner, s'il s'agit d'une exclusion unitaire, qui va donner déjà des renseignements cliniques, radiologiques à propos s'il y a une fracture radiculaire avec l'exclusion ou non. Donc déjà, on aura une idée préliminaire. S'il s'agit d'une simple exclusion seule, on doit procéder directement et on n'attend pas que le malade nous ramène le cliché panoramique. Ben, c'est clair, parce que nous, automatiquement, au cabinet dentaire, on dispose d'une radiographie rétroalvéolaire. Vous voulez dire que Dr Bouraf, que le facteur est capital, oui, est essentiel. Justement, oui. C'est-à-dire le temps donne pronostic. Il faut agir immédiatement. Oui. C'est une urgence. Oui. Très bien. Une autre question? Je complète, si vous permettez. Oui, bien sûr. Je complète. Donc, la dent doit être remise immédiatement en vérifiant avec une sur place au fauteuil, et la panoramique doit être demandée ultérieurement pour vérifier si vous n'avez pas des fractures au niveau osseux, au niveau des ATM par exemple ou autres.
Et ça va jouer un rôle aussi également sur le plan médico-légal. Donc, le traitement d'urgence, c'est de remettre la dent en place. Voilà. Très bien. Et bien sûr, sans faire un curtage Ben oui. du ligament alvéolo-dentaire. C'est très important. Parce que là, on espère la cicatrisation alvéolo-dentaire. Alors, est-ce que nous pouvons l'enregistrement de la vidéo, ça, il faut voir avec Madame Gougam, je sais pas. Voilà, Avec exactement. Madame Gougam. Il y a une question. Voilà. Première, pour une dent. Alors, Pour une dent, même si l'âge est inférieur de 3 ans, on ne peut pas la réimplanter. dans le. Une Oui, dent de lait. justement, selon les dernières versions, ils disent ne jamais réimplanter une dent lait. temporaire qui est descendue, Voilà. qui était expulsée. Donc, même si vous me dites à 3 ans, je comprends et je devine, c'est par rapport au rapport entre le germe et voilà. Mais toujours, il n'y a pas de réimplantation, quoique soit quoi. Voilà. Tu complètes? Oui, alors ça dépendra de l'âge, on va dire. Si plus on se rapproche de l'âge de l'éruption de la dent permanente, plus celle-ci est proche. Et plus on se rapproche également de l'âge, plus la dent est résalisée. Donc les dégâts sur la dent permanente peuvent être variés et différents selon l'âge de l'incident. Mais de toute manière, comme l'a dit ma consoeur, on ne réimplante pas une dent de lait. C'est déconseillé par les toutes dernières recommandations. Moi, je dirais autre chose également. La dent de lait, sa destination, c'est la chute. La présence de la dent de lait est provisoire dans la cavité orale. Par contre, la dent définitive, comme son nom l'indique, est définitive. Donc, la priorité sera donnée, toujours avoir dans la tête qu'on doit garder et on doit préserver la dent définitive. Et on doit penser à l'arrivée de la dent définitive. Par contre, la dent temporaire, elle est destinée à être Extraite. extraite. Voilà. Très bien, Dr. Saadou. Une autre question? Alors, j'ai ici une question de Redmi 8A. Merci à vous pour cette présentation. Concernant le certificat médical, les victimes de coups et blessures nous demandent des arrêts de travail, mais mon souci, c'est le nombre de jours. Il est basé sur quels critères? Alors, je peux peut-être dire un mot là-dessus. On a le droit de donner 3 jours d'arrêt maladie. Tout simplement, pas plus. Et les arrêts ou en rapport avec le traumatisme, c'est le service légal qui le donne. On établit juste un descriptif, comme je l'ai montré tout à l'heure, un certificat descriptif qu'on va envoyer en médecine légale. Et c'est en médecine légale qu'ils vont évaluer, si vous voulez, le degré ou le préjudice subi, et ils ont leurs critères à eux pour établir, si vous voulez, un document médico-légal. Moi, je dirais autre chose, et je complète celle du docteur Edmond. Le certificat médico-légal ou médical descriptif, c'est le médecin dentiste qui doit le faire en urgence. Là, il faudra écrire tout ce que vous avez vu comme lésion, et il faudra écrire tout ce que vous avez fait comme approche thérapeutique. Et en urgence, vous pouvez donner un arrêt de travail pendant quelques jours. Et c'est le médecin légiste. On se base sur vos écrits, sur la radio, et les photos. N'oubliez jamais les photos. Parce que c'est ça les documents médico-légaux. Et c'est à lui de définir l'arrêt de travail en urgence, et c'est à lui de définir après les incapacités partielles, totales. C'est à lui de définir le préjudice. Je vous donne un exemple. Un musicien qui reçoit un traumatisme, victime d'une agression. Et comme par hasard, c'est un musicien qui utilise un instrument à l'air, sacro. Donc là, en dehors du préjudice esthétique, préjudice dans la famille, tout ça, il a un préjudice fonctionnel. Le monsieur, ça fonctionne. Et ça, c'est le médecin légiste qui doit définir l'IPP, l'incapacité partielle professionnelle. Donc, pardon. Ce que vous devez faire en urgence, c'est d'établir le certificat médical descriptif. Et c'est nous, les médecins dentistes, qui nous
devant de le rédiger fournir les informations et fournir les informations, bien sûr, toujours en répondant aux 3 questions. Où, quand et comment. Et vous mentionnez l'heure, la radio et les photos. Ce sont des documents d'allure assez capitale pour le médecin légiste. Une autre question? Alors, il y a BTIC 44, je ne sais pas d'où il vient. Voilà. Alors, s'il vous plaît, vous voulez dire quoi par contention souple et rigide? Donc, on avait parlé de la contention plutôt flexible. C'est le terme, récent, quoi. Donc, contention souple, plutôt flexible ou rigide, c'est tout dépend du diamètre du fil qu'on utilise dans la contention. Dans les dernières recommandations, il recommande d'utiliser du fil avec un diamètre de 0,016 à 0,4 mm. Et là, on avait bien dit que c'est indiqué dans le cas d'expulsion. Par contre, s'il s'agit d'une fracture alvéolaire, j'avais bien dit qu'on passe à la contention rigide. Dans ce cas-là, elle n'est pas flexible. Pourquoi? Parce qu'on utilise tout simplement du fil 0,8 mm. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça diffère l'appellation par rapport au diamètre du fil. D'accord, mais en général, soyons pratiques. Eux, ils ont besoin de la pratique. Que doit-on leur dire? Vous devez disposer dans vos cabinets dentaires du fil 0,4 et du fil 0,8. Généralement, on en reçoit des traumatismes avec expulsion, avec sans qu'il y ait de fracture alvéolaire. Mais quand même, normalement, on doit disposer du fil 0,8 s'il y a une fracture associée. Donc, on passe à une contention rigide. D'accord, docteur Bourras. Imaginez, j'ai uniquement le fil souple. Le doublé. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Oui, voilà. Imaginez, j'ai l'inverse. On ne le double pas, on l'utilise. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on essaie de sauver. Voilà. C'est ça ce qu'ils veulent entendre. Oui. Voilà. L'essentiel de faire la contention. Dans un premier temps, après, on fera le nécessaire, souple ou dur, selon les cas. Mais agir en urgence. Il y a une autre question qui nous vient de... C'est docteur Bouchouit, peut-être. Docteur Bouchouit, voilà. Y a-t-il une prescription médicamenteuse? D'accord, donc je vais répondre de traumatisme du parodonte, ce qu'on vient de voir, de la concussion à la luxation totale. Dans le cas de concussion de subluxation, généralement, il ne recommande la prescription que d'un antalgique. Donc, dans ce cas, dans le cas de concussion et subluxation, l'antibiotique n'est pas nécessaire. Donc, on prescrit un traitement antalgique type paracétamol, bien sûr, tout dépend de l'âge et du poids du patient. On le prescrit à visée antalgique toujours et on recommande une diète plutôt molle. Donc, on insiste sur les conseils hygiéno-diététiques. Maintenant, s'il s'agit des autres luxations partielles, voire luxation totale, les sociétés savantes, ou bien ces dernières recommandations, recommandent de prescrire également avec un antalgique, un antibiotique, amoxicilline. Bon, pour quelques cas, prescrire les tétracyclines. Mais chez un adulte, oui, les dernières recommandations. Voilà, faites attention. S'il s'agit d'un adulte ou bien d'une femme qui n'est pas ni allaitante ni enceinte, donc on peut le prescrire. Par contre, dans les autres cas de figure, et notamment s'il s'agit d'un enfant de moins de 8 ans, bien sûr, dose fois. Voilà. La prescription médicale est presque systématique devant un traumatisme alvéolo-dentaire. Vous avez l'état bucco-dentaire, n'oubliez jamais vos raisons pour l'infection. Donc, si vous devez un antibiotique, il faudra le donner, il ne faut pas hésiter. Sauf que vous avez 2 types d'antibiotiques, soit un bêta-lactamine, soit un macronide. Vous devez donner un anti-inflammatoire, vous devez donner, et bien, il faut le faire. Mais vous inflammatoire à dose antalgique. N'oubliez jamais les effets bénéfiques de l'anti-inflammatoire. Si vous devez donner un antalgique, la même chose. Et je compléterai celle du docteur Bourras, le bain de bouche, qui est un élément assez important, prise en charge. Un antiseptique. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, bien au contraire. Une autre question? On a dit c'est la prescription, je pense qu'on a répondu. Voilà, on a répondu. Il y a celle, la technique de contention. Bon, c'est bon, là, c'est clair.
Il y a une autre Il y a question. des certificats médicaux là. Dans le PSP, la radio n'est pas disponible. Bien. C'est ça. Oui, ben, une radio panoramique alors. Écoutez, la radio rétroalvéolaire, c'est disponible. Il faudra un peu voir avec votre responsable, mais c'est un appareil qui a la du médecin dentiste vraiment d'une manière très, très aisée et facile. Hein. Maintenant, s'il n'y a pas la radio panoramique, s'il n'y a pas la radio rétroalvéolaire, vous avez l'urgence, il faut intervenir, après vous demandez la radio. Voilà, c'est comme ça. Il y a le facteur temps. Vous avez une dent, il l'a expulsée, il la ramène dans sa bouche, je la remets en bouche, je la remets en place, je la maintiens, je fais un système de contention et je demande une panoramique juste après. C'est la réimplantation chez un enfant. Quel produit d'obturation canalaire privilégiez-vous? Oxyde de zinc, eugénol ou ciment d'obturation définitive? Merci. Bien. Allez, je dirais bien, là, tant qu'on est sur une dent mature, on va faire le traitement endodontique avec une obturation canalaire. Le produit importe peu parce que l'essentiel, c'est que la lumière canalaire va être nettoyée et obturée. Donc, je ne sais pas, docteur, est-ce que vous avez des rajouts par rapport à cela? Est-ce qu'on préfère… On préfère l'oxyde de zinc pour éviter les résorptions. Par rapport à son action, d'accord. Oui, on préfère ça comme première étape. Ensuite, on fait l'obturation classique comme classique, en endodontie. Avec et donc, docteur, là, la buta et les biocéramiques. Maintenant, c'est recommandé quand même d'utiliser les biocéramiques par l'oxyde de zinc. Peut-être par rapport, pour éviter la résorption, on privilégie plutôt de l'hydroxyde de calcium. Oui. On oublie à chaque fois dans exactement, le exactement. N'oubliez pas l'hydroxyde de calcium. C'est un produit qui est à notre portée et qui est très, très bénéfique. Dans un premier temps, c'est un produit résorbable. Voilà. Alors, il y a une autre question. Comment faire les certificats médicaux? À l'issue de l'examen clinique et radio. À l'issue de l'examen clinique et radio. Et bien sûr, et photo également, comme bien le souligner la TAFI. Concernant le certificat médical victime, une autre question de Mguel. Alors, conduite à tenir face à une dent expulsée avec fracture de la base osseuse, le maxillaire. Merci. Là, on l'avait déjà précisé. S'il y a une fracture osseuse surajoutée, on va jouer sur la période de la contention. Donc, elle est normalement de 4 semaines en cas de 2 semaines. Maintenant, s'il y a une fracture alvéolaire associée, on prolonge la durée de la contention. Il faut pas sur facteur basal. En général, la contention, la durée, c'est 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. 2 semaines quand c'est dentaire, 4 semaines c'est alvéolo-dentaire et 6 semaines, c'est-à-dire pratiquement même à 8 semaines, quand il y a une atteinte des bases osseuses. 8 semaines. Une autre question, prise en charge d'une fracture alvéolaire chez un enfant de 5 ans. Je pense que nous avons répondu à la question. Une autre. Alors, attends. Dans le cas d'expulsion de la dent permanente, et on trouve dans l'alvéole comblé par un caillou sanguin, que faire? D'accord. Donc, oui. Allez-y, docteur Boras. D'accord. Donc, on avait déjà répondu, mais quand même, on va répondre. Par rapport en cas d'expulsion, on a dit que le facteur temps est un facteur primordial. Donc, s'il s'agit d'une expulsion avec un temps extraoral de la dent qui n'a pas atteint les 60 minutes, dans ce cas, le caillot qui s'est formé n'est pas vraiment étanche. Donc, du coup, par du sérum physiologique, un nettoyage avec du sérum physiologique va faire l'affaire. Donc, on n'a pas besoin d'un curetage, notamment parce pourquoi on fait de curetage? On ne veut pas léser le reste du LAD qui est toujours vital. Voilà. C'est quoi le LAD? Le ligament alvéolo-dentaire. Voilà, c'est important. Donc, si par contre ça a dépassé les 60 minutes, je ne sais pas, le patient consulte après 2 heures, le lendemain. Donc, dans ce cas-là, le caillot s'est formé et les cellules du ligament alvéolo-dentaire ne sont plus vitales. Du coup, on doit bien cureter l'alvéole. Pourquoi? Parce que le caillot qui s'est formé, il commence déjà à devenir plus ou moins, à combler l'alvéole. Donc, du coup, on ne pourra pas faire de réimplantation. Là, le curetage s'impose. Donc, ça dépend bien sûr du facteur temps. Et qu'est-ce qu'on espère ici, madame? L'ankylose. Très bien. Alors, il y a 2 choses.
soit on espère la cicatrisation alvéolo-dentaire, soit l'ankylose de la dent, c'est-à-dire la soudure de la dent à l'os. Donc, il n'y a pas de ligament alvéolo-dentaire. Une autre question? Le produit classe. Bon, on a répondu. Encore 8. Les bases osseuses. En principe, c'est ceux-là les dernières. Voilà. Non, c'est les premières. Les premières. En voyant l'heure. Voilà, tu descends en bas, s'il te plaît. Encore, très bien. Le pronostic, hein, s'il vous plaît, conduite à tenir en cas de fracture radiculaire sur dent mature. Alors, il y a une question qui nous vient de Coléa. S'il vous plaît, conduite à tenir en cas de fracture radiculaire sur dent mature. Donc, comme on a déjà dit, c'est en fonction de la situation de tri de fracture dépend notre prise en charge thérapeutique. En cas de tri de fracture qui se situe au niveau apical, la prise en charge consiste en une abstention thérapeutique et des contrôles bien sûr cliniques et radiologiques et toujours une cicatrisation spontanée peut être observé. Donc, si le trait de fracture se situe au niveau moyen, aussi c'est des contrôles cliniques et radiologiques. S'il y a une interposition de tissu de granulation entre les deux fragments, donc le traitement endodontique sera réalisé. Et en cas de fracture qui se situe au niveau cervical, comme on a déjà dit, donc le fragment cervical coronaire sera mobile et l'extraction de ce fragment s'impose. Et les différentes techniques de restauration prothétique sur des tenants radiculaires sera réalisées, bien sûr avec ou sans traction orthodontique. D'accord. Et pour les dents, on a déjà dit qu'il y a deux situations cliniques. Soit le fragment n'est pas mobile, c'est l'abstention thérapeutique. Et si le fragment il est mobile, c'est l'extraction de la dent de lait. Très bien. Alors, un petit rajout par rapport aux fractures de la partie apicale. Si, dans ce contexte de traumatisme, c'est toujours en surveille et on agit après avoir repéré ou là détecté des symptômes. Donc, dans le cadre de cette fracture au niveau apical, s'il n'y a aucun symptôme, c'est l'abstention. Par contre, s'il y a des symptômes, on va aborder ce fragment apical comme une résection apicale. Donc, par voie apicale, on fait une ouverture et on retire ce fragment, le tiers apical. On retire ce fragment. Voilà. Une autre question, le pronostic du collage. On en a parlé, on en a parlé. Descends, s'il te plaît. Descends, encore, s'il te plaît. On en a parlé. L'hémophilie, non, l'hémophilie, attends, s'il vous plaît. Conduites sont identiques chez les patients avec état général altéré comme les hémophiles, par exemple. D'accord. Donc, les confrères, s'il s'agit d'un patient hémophile, on a déjà dit qu'il devait passer aux urgences avant d'arriver chez nous. Donc, s'il s'agit d'un hémophile avec une blessure, avec une expulsion, donc, si je peux le dire, le problème est déjà là. Donc, il est déjà passé aux urgences. Normalement, la substitution doit se faire aux urgences. Automatiquement, il y a une plaie ou bien il y a une alvéole vide qui sera source de saignement. Donc, normalement, ça devrait être réglé aux urgences. Maintenant, si le patient se présente à notre consultation sans passer par les urgences, en étant hémophile, il nous montre la carte. S'il a besoin de substitution, automatiquement, avant tout geste, on doit bien sûr le transférer. C'est comme le cas d'une extraction dentaire, par exemple. On ne peut pas faire d'extraction dentaire chez un hémophile sans qu'il ne soit substitué. Tout dépend de l'hémophilie, bien entendu. Voilà, du degré du facteur, du degré de déficit plutôt. Donc, voilà. Donc, c'est sur la base de ceci, s'il s'est présenté avec une hémophilie et qui n'a pas été substitué, on l'oriente pour substitution et il revient pour qu'on fasse le traitement le plus normalement au monde. D'ailleurs, c'est un traitement d'urgence. Donc, pour vous, un hémophile, on le laisse, s'il est victime d'une expulsion, on le laisse mesquin sans dents, on résout de son hémophilie. Non. Donc, c'est presque la même conduite à tenir. On s'assure juste de la substitution. Bien sûr. Autre question par rapport au traitement endo en exo, extra-alvéolaire. Voilà. Donc, on vous a déjà montré un cas clinique d'un patient qui a subi une expulsion, je me rappelle, de la canine, qui a été traitée en dehors de la bouche. Ça veut dire, elle a été traitée endodontiquement avant qu'elle ne soit réimplantée.
Là, je vous ai bien précisé que le cas a été pris en charge avant qu'on ait les recommandations de 2020. Auparavant, les recommandations de 2012 et dernières disaient qu'on peut faire le traitement endodontique avant réimplanter la dent, voire 7 à 8 jours après réimplantation. Mais les nouvelles recommandations, les confrères recommandent qu'on fasse le traitement dans tous les cas de figure 2 semaines après réimplantation. Donc, actuellement, c'est 2 semaines. On ne fait pas avant réimplantation. Voilà, donc on donne le maximum de chance. Voilà. À la dent. Une autre question? Patients adultes qui ont une Maladie d'ordre général, général, une cardiopathie par exemple. Bon, on a parlé. Hein. On avait répondu par rapport à l'hémophile et presque ça se compare. S'il s'agit d'un cardiopathe d'une cardiopathie à risque infectieux et à risque bien sûr hémorragique, qui dit hémorragique, l'hémorragie elle y est toujours, donc on doit assurer localement. Pour le risque infectieux bien sûr, avant de toucher, j'imagine qu'on doit. On ne réimplante pas en principe chez un cardiopathe à risque infectieux. Ah, au risque Il infection. faut éviter le Pas par maximum. rapport à la réimplantation. La réimplantation elle est contre-indiquée. Ah, Oui, parce qu'il présente un risque Ah infectieux. oui, c'est clair. Voilà. Mais s'il s'agit d'une extrusion, d'une luxation latérale, on doit agir. Voilà, mais En étant sous traitement. en assurant une couverture antibiotique. mais d'une manière générale, mes chers confrères, mes chers consoeurs, quand vous avez ce type de pathologie, intervenez localement, ne serait-ce par une petite compresse pour arrêter le saignement et vous l'adressez. Voilà, vous l'adressez dans une structure hospitalière universitaire. Mais il faudra, quel que soit, il faudra intervenir. Il y a une autre question? Polytraumatisme, les anti-inflammatoires sont indiqués sur les médicaments en intramusculaire. D'abord, on n'est pas dans le traumatisme, dans le. Oui, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication. Là, il y a une question qui nous vient d'une consoeur ou d'un confrère qui nous dit, dans le cas où nous avons un polytraumatisme, est-ce que les anti-inflammatoires sont indiqués sur les médicaments? On y aime, par exemple. Oui, il n'y a pas de raison. Là, c'est l'urgence vitale. Là, il y a un polytraumatisme. Ce n'est plus uniquement le traumatisme dentaire, mais il y a probablement un traumatisme maxillofacial, un traumatisme crânien, un traumatisme. Déjà, voilà. il passe par déjà. Il passe, exactement. Le PU déjà. Là, c'est l'urgence qui prime. Mais il n'y a pas de contre-indication, pas du tout. La réimplantation chez les patients à risque, bon, on en a parlé. Voilà, une autre question. La dernière, s'il vous plaît, on va aller descendre en bas, s'il te plaît. Voilà. La dernière. En cas de fracture pénétrante, est-ce qu'on fait un collage ou bien une restauration? Alors, il y a une question, la dernière. En cas de fracture non pénétrante, est-ce qu'on fait un collage ou faire une restauration mieux? C'est ça? C'est mieux de faire une restauration ou là un collage? Voilà, allez. Donc, dans les cas des fractures non pénétrantes, donc, en fonction de la proximité de la pulpe dentaire, non pénétrante, d'accord, non pénétrante, donc le collage des fragments ou bien la restauration en composite, tout dépend de l'état des fragments fracturés. Donc, s'il permet une restauration esthétique, il n'est pas délabré, c'est-à-dire il est bien adapté avec le tri, avec la couronne restante. Bien sûr, on tente tout d'abord le collage des fragments fracturés. Sinon, les techniques actuelles de composite, ils permettent des restaurations esthétiques en composite. Bien sûr, au fur et à mesure, ils sont plus préférés que les collages des fragments s'il est mal adapté avec le tri de fracture. Tu complètes avec... Non, c'est bon, il a répondu. Très bien. Je pense que... Donc, Dr Gougan, donc, je laisserai le mot de la fin à l'équipe qui a présenté ce travail. D'accord. Je commencerai par Dr Sadoun, qui est notre résident majeur. Allez-y, M. Sadoun. Donc, merci beaucoup. Je suis très content d'être parmi vous dans cette visioconférence. Donc, voilà. Très bien. Alors, toujours dans l'ordre, Dr Bourad.
Donc, merci, chers confrères, notre audience, pour votre présence, pour l'intérêt que vous portez à nos thèmes et à ce sujet précisément. Espérons qu'on a été, bien sûr, à votre écoute. On avait, espérons, répondu à toutes vos questions. Et je finis par vous remercier également et remercier l'équipe avec qui je travaille. Merci, professeur Latafi, docteur Aït Moufar et docteur Rabi. Docteur Aït Moufar. Moi, pareil, je remercie docteur Gougam et toute l'équipe du ministère Merci à vous. initier ce travail. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je remercie bien entendu l'auditoire, enfin, les gens qui nous écoutent de toute l'Algérie.